Je suis Michel Nardi et je représente la deuxième génération de la famille Nardi sur Moorea. C'est une histoire de famille, ça a démarré, on va dire, dans les années 50, quand mon père est arrivé sur l'île de Moorea. C'était un passionné d'agriculture, il a fait des oranges et pendant les plantations d'oranges, ce qui prenait plusieurs années, il s'est mis à faire du bois noble. Et donc il s'est mis à planter des acajou et des tecs. Donc c'était une vision un peu tout à fait nouvelle parce qu'il faut se replacer à 60 ans en arrière, quoi, et c'était vraiment pour des plantations pour les générations futures. Donc nous, on a repris le flambeau et mon fils qui travaille avec nous. À l'origine, quand on a fait les plantations, on les plante assez serrés, à 4 mètres les uns des autres. On a à peu près 1 millier de plants à l'hectare. Et tout ça pour que les bois poussent verticalement, puissent monter verticalement et aller chercher la lumière et avoir des beaux fûts d'environ 6 mètres, sans nœuds et tout. C'est ce qui donne aussi la valeur du bois, qui n'est pas de nœuds, pas de contrefil et tout. Et au bout de la 15e, 20e année, on peut commencer à récolter les premiers bois. On fait ce qu'on appelle des éclaircies. Et donc là où c'est assez dur, on doit couper dans la forêt, en fait sur les 1000 arbres à l'hectare. On va dire entre la 15e et la 25e année, on doit avoir plus que 250 arbres à l'hectare. On doit en supprimer 750 pour qu'ils prennent du volume et qu'on ait des beaux arbres. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre une forêt en place et de se croiser les bras et d'attendre 20-30 ans. Dans les années 95, 2000, on a commencé à s'acheter notre première série. Parce que c'est bien beau d'avoir les arbres, mais sur pied, on ne les vendait pas. Donc il fallait les exploiter, les couper et les débiter. Et ensuite, on a mis le doigt dans l'engrenage. Parce que de débiter des arbres, ça n'intéresse personne d'avoir du bois brut. Donc ce qui intéresse les clients, c'est d'avoir du produit entièrement fini. Donc il fallait après avoir tout le matériel qui suivait pour pouvoir faire soit du parquet et lambris. Puis bon, il faut aller jusqu'au bout de la filière qu'on vient de finir là, il y a quelques mois, qui est le traitement et traitement en autoclave. Donc maintenant, on a reçu une autoclave de plus de 20 mètres cubes qui peut traiter 14-15 mètres cubes de bois sous pression à 12 bars de pression, donc d'avoir du bois traité à cœur. Pour voir la qualité et la densité d'un bois, tout va dépendre de son âge. Alors pour voir son âge, il suffit de couper un bois sur sa tranche. Et on voit donc tous les anneaux à partir du cœur. C'est-à-dire qu'à chaque poussée végétative, on a un anneau. Ensuite, ça va se densifier avec du libère à partir de l'écorce pour recréer un deuxième anneau tous les ans. Donc en coupant sur la tranche, en comptant le nombre d'anneaux, on peut savoir l'âge de l'arbre. Et pour avoir la qualité, il faut évidemment que l'arbre soit vieux pour que les libères soient très denses et que les anneaux soient le plus serrés possible. C'est pour ça que quand on voit certains bois avec des anneaux assez espacés où on peut glisser son ongle et marquer, ça veut dire que le bois il est très jeune, il a poussé très vite et donc il est de qualité inférieure à un même type de conifère où les anneaux, eux, vont être très serrés. Et il faut dire aussi que ce n'est pas les mêmes qualités de bois, ce n'est pas les mêmes variétés de bois. Donc la densité et la qualité se regardent beaucoup là-dessus. Pour la filière des résineux, ça va faire 15 ans qu'elle essaye de démarrer. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 15-20 ans. Aujourd'hui, on essaye de redémarrer la filière et tout, ici aux Australes, aux Marquises, un peu partout. Mais le gros problème pour tout le monde, c'est la vente. On a du mal à rentrer dans le marché local. Nous, ce qu'on nous demande en marge et tout, pour nous, notre bois, il est plus vendable parce qu'il faut aussi qu'au bout du compte, on soit compétitif avec le bois importé. Et de plus, on ne parle pas du même bois. C'est des bois totalement différents. Alors, on veut comparer ce pin des Caraïbes, qui est un bois que moi je classe dans les bois nobles, avec du sapin qui a 15-20 ans. Parce que tous les sapins qui arrivent, c'est des bois qui sont très jeunes. Tandis que vous prenez le pin des Caraïbes, essayez de glisser votre ongle entre deux maillons. Vous comptez d'ailleurs tous les anneaux, vous arrivez à avoir une cinquantaine, soixantaine d'anneaux sur des tranches de 3/6. C'est un bois qui est tellement dur. Mais c'est un très bon bois qui peut être bien utilisé, mais c'est toute une filière à développer.
Donc Thémo est en train d'ouvrir là sur la route principale. Ouais. Il est en train de retaper par ici, il va casser tous les virages. Donc ce virage et ce virage. Donc nous on doit passer après avec un convoi de 30 mètres. Hein. Il y aura une première extraction de bois ici. Hein. Et ensuite, dès qu'il aura cassé ce virage, extraction ici là. Voilà. Ouais. D'accord ? C'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Vous l'avez vu ? Voilà. C'est bon les gars. Je suis David Fabre, je suis exploitant forestier sur Ivaoa. Je travaille le bois depuis tout le temps, dans différents domaines, ébénisterie, menuiserie, charpente, lutherie. Et ensuite, j'ai décidé de faire ma maison en bois local, d'utiliser les ressources de l'île. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'exploitation forestière. Quand j'ai commencé à exploiter ici, de suite, la clientèle locale a apprécié le bois, notamment tous les anciens qui venaient acheter le bois, qui étaient très contents que justement, ils ont vu, ils avaient planté, qu'on travaillait derrière. C'est vraiment ce qui m'a motivé aussi de continuer. Le travail d'exploitant forestier commence dans la forêt. Donc déjà, il y a des ouvertures de pistes à faire, ça fait partie des marchés que donne la direction de l'agriculture. En fait, je ne choisis pas moi où je vais aller couper. Tu vois, c'est le pays qui décide, qui a son plan d'aménagement en fait, et qui décide de me faire couper à tel endroit, telle zone, telle zone. Ensuite, on a l'abattage, qu'on réalise avec des tronçonneuses, quoi, manuellement. Le débardage, c'est-à-dire tirer avec les câbles, le ramener à un endroit où on peut venir le chercher avec des camions. Ensuite, le transport avec les camions, stockage ici, puis après la découpe. Sur Ivaoa, il y avait un massif de 600 hectares. Mais il n'y avait pas de cadre pour les exploiter, c'est-à-dire concrètement, tu ne pouvais pas vendre le bois pour la construction publique. Il n'y avait aucune certification, donc on avait tout ce travail qui n'avait pas été fait anticipé. On était prêts à exploiter, les arbres étaient à maturité et on ne pouvait pas les vendre. Donc on a fait tout un travail avec le ministère de l'Agriculture, la DAG, là, pour classifier les bois, quoi. Tout ce qui n'était pas fait, savoir si on pouvait les vendre, à qui on pouvait les vendre, etc. En fait, on est en train de faire tout le travail, la mise en place de la sylviculture vraiment, quoi. Sachant que c'est un travail qui va servir pour les générations futures, pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Normalement, on doit arriver à faire quelque chose de pérenne, quoi. Qui aurait envie, au départ, d'aller travailler dans un métier des fois, tu peux travailler une journée, 2 jours et rien gagner parce que le bois est pourri, voilà, puis tu vas casser, il faut énormément de matos. Mais en fait, dans la réalité, tu as une ressource, là, ici, présente, qui en plus a été plantée par les générations d'avant. Donc il y a quand même une continuité dans ça. Et les parents qui ont planté ça, tu vois, à un moment, c'est quand même logique que les enfants, après, exploitent. C'est comme ça que ça marche la forêt. En fait, à la différence des entreprises étrangères, quand tu produis localement, forcément, tu crées du PIB, de la richesse locale. Et en plus de ça, je crée de la matière première. Ça permet de relancer des personnes, des jeunes qui vont faire de la menuiserie derrière. Ça crée vraiment une économie. C'est indispensable, tu vois, pour moi. Ça, c'est le côté économique, créer du PIB. Sur le côté social, c'est... la forêt, elle pousse, elle va jamais s'arrêter de se développer, quoi. Donc tout ce qu'on a planté, il faut quand même, à un moment, le maîtriser. Tu ne peux pas te permettre de laisser ça à l'abandon. Un pinus, si tu ne le contrôles pas, peut devenir envahissant, tu vois. Mais c'est les forestiers, en fait, qui peuvent endiguer ça et transformer ça en ressources. Ce qu'on va faire après à la bouteuse, c'est justement, on va purger les défauts. On va couper là. On va enlever le flash qui est là, tu vois, quand il y a du flash comme ça, on va couper ici. Voilà. Je suis Fabien Mavasseur, charpentier de métier, co-gérant associé de la société VDM Charpente. Le bois local nous a intéressés principalement parce qu'il était proche, que écologiquement c'est quand même mieux de préférer le bois local à du bois importé. Donc on se sert beaucoup aux marquises ou à tout, oui.
Donc la direction de l'agriculture a quand même fait normaliser le bois. Donc le bois il est classé mécaniquement, il peut rivaliser sur un marché public, sur un appel d'offres, il peut être utilisé de la même façon que les bois qui arrivent d'Europe, donc ça c'est très bien. Donc en fait les normalisations nous permettent de répondre au marché public avec du bois local. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Après c'est le respect des sections commerciales, le respect des dates d'arrivée, c'est toujours compliqué, il y a souvent des intempéries aussi dans les îles. Donc il faut comprendre le trajet des bateaux, il faut comprendre voilà, les chargements, les déchargements. C'est ça qui peut être compliqué, quoi. Dans notre formation, on apprend que le pain c'est mou, c'est assez léger, mais ici le pain qui a été planté, c'est un pain qui est dense et qui est dur. En rapport de densité, c'est un pain qui est dur et dense comme du chêne. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le pain qu'on a l'habitude de voir en métropole. Et pour ça, justement, ces caractéristiques mécaniques sont bien plus performantes que le pain classique, quoi. Quand un scieur coupe des bois, il a toujours des chutes, il a toujours des longueurs qu'il ne peut pas commercialiser, qu'il ne peut pas vendre. Donc nous, sur ce principe-là, on a fait l'acquisition d'une machine qui permet de couper et d'abouter les pièces de bois qui seraient trop petites et de les coller pour en faire des longueurs commerciales et qui soient bonnes à la vente, quoi. Cette solution d'aboutage permet aussi de purger les bois. On appelle, voilà, dès qu'il y a un défaut, un mauvais nœud, on coupe de part et d'autre et on rassemble le bois, on le recolle avec cette machine-là, ce procédé-là. Il faut savoir que voilà, ce procédé-là d'enture de bois est aussi costaud que si le bois était naturel et d'une seule longueur, quoi. Et en les collant ensemble par empilement, on peut faire des grosses poutres de lamellé collé. Et ces poutres de lamellé collé peuvent permettre de faire des grands hangars ou des grandes structures. Voilà. Dans les calculs de bureau d'études, le lamellé collé est plus résistant que le bois classique, quoi. Maintenant que les marchés publics commencent à demander du bois, tout se met en place, les normes sont là, les scieurs sont là, le bois est disponible, hein, depuis il est même à maturité, il faut vraiment l'utiliser. La qualité elle est là parce qu'ils s'appliquent et ils font du super boulot. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de volume de la part des scieurs, les architectes commencent à s'y mettre de plus en plus, mais c'est vrai qu'il faut essayer de fédérer un peu toutes ces scieries. Il faudrait créer un point de vente de bois local sur Tahiti. Les consommateurs locaux, les privés, les particuliers, ils sont largement favorables au bois local, hein. Ils sont tout à fait conscients que le bois importé n'est peut-être pas la meilleure solution. Et comme il y a du bois local à exploiter, des bois de leur famille, de leurs îles, de la Polynésie, ils sont complètement dans cette optique-là aussi, quoi.